Très bien, alors je remercie tous ceux qui sont revenus en salle suffisamment rapidement pour qu'on puisse reprendre malgré le retard. Et donc pour poursuivre notre deuxième partie d'après-midi, nous allons passer au tronc commun des expertises. Alors du fait de leur diversité, on a trop souvent l'occasion de présenter les expertises par leurs différences. Ici, nous avons pris le parti de vous les présenter plutôt par ce qui en fait leur tronc commun. Donc cette fois-ci par exposé successif, et après avec une table ronde avec l'ensemble de nos intervenants, nous allons présenter d'abord ce qui fait le cadre commun pour l'expertise conseil et qui est apporté par la norme NFX 50110. Il nous sera présenté par Alain Hoquet, co-rédacteur de la norme NFX 50110, que j'invite à se rapprocher du pupitre. Et en deuxième partie de ces exposés, nous allons vous présenter la déontologie et le contrat, qui sont des éléments essentiels pour l'architecte, et tout autant essentiels pour l'architecte expert conseil. Et ça, c'est Shahrazad Thomas Vastra, notre présidente de la section expert conseil, qui viendra nous le présenter au pupitre. Nous envisagerons les ressources dans un deuxième temps par des exposés aussi que je vous présenterai, et enfin une table ronde où nous associerons l'ensemble de nos intervenants. Donc je laisse la parole à Monsieur Hoquet pour une quinzaine de minutes sur la norme NFX 50110. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis d'ailleurs très content de vous présenter cet après-midi les travaux de normalisation française dans le domaine de l'expertise et plus particulièrement l'élaboration de la norme NFX 50110 qui a été élaborée il y a tout juste 20 ans. Alors pour comprendre le pourquoi et le comment de ces travaux, il est important de revenir justement sur le contexte de l'époque, 20 ans en arrière, parce qu'en fait, ce contexte explique beaucoup les raisons de la mise en place de ces travaux. Alors à cette époque, on est en plein procès du sang contaminé. Également la maladie de la vache folle et la création des premières agences de sécurité sanitaire, donc l'AFSA, qui notamment a traité le sujet de la vache folle, et ensuite, 2 ans plus tard, l'AFSE, qui était sa petite sœur pour la partie environnement. Donc on parle beaucoup à cette époque de ces grands sujets d'actualité, avec des attentes très fortes des politiques à cette époque, attendent justement d'avoir des expertises qui soient les plus fiables possibles pour pouvoir prendre des décisions rapides sur des sujets critiques et très médiatisés. Alors à l'époque aussi, il y a les travaux de l'IRSN, donc l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui travaille justement sur les méthodes d'expertise, notamment pour pouvoir surveiller, expertiser les travaux dans les centrales nucléaires. Et enfin, le principe de précaution est introduit dans le droit français donc en 1995. Et en 1999, on ne parlait que de ça dans cette commission, et ce sujet était revenu à maintes reprises. Donc le contexte, c'est de décider vite, en toute connaissance de cause. Et comme le disait très bien Paul Valéry, la vie n'a pas le temps d'attendre la rigueur. Et pourtant. Alors les travaux sont lancés en 1999 au sein d'une commission de normalisation qui traite de tous les sujets de certification et d'accréditation. Alors c'est pas anodin parce que la commission sur la certification, ce sont les normes ISO 9000, mais l'accréditation, ce sont toutes les normes qui permettent de maîtriser les métiers tels que les essais, la certification dans le domaine volontaire ou réglementaire, et aussi les bureaux de contrôle à travers l'inspection. Donc une culture très forte de la compétence.
Donc il y a effectivement la création d'une commission particulière et dans laquelle donc, on retrouve les grandes agences, donc l'AFSA, l'IRSN. Alors ce qui est assez amusant, c'est EDF qui a souhaité forcément suivre ces travaux pour savoir à quelle sauce ils allaient éventuellement être mangés après. En tout cas, les discussions ont été extrêmement houleuses parce qu'effectivement, EDF interférait beaucoup dans ces travaux pour limiter forcément cette portée de cette norme. La préfecture de police avec le laboratoire scientifique. Donc on peut voir que dans le comité de rédaction, c'est un comité relativement restreint avec énormément d'organismes institutionnels, hein, des grandes agences. Alors moi-même au sein du Centre technique du bois et de l'ameublement, devenu depuis FCBA. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, dans les centres techniques qui existent par filière, on fait beaucoup d'expertise, mais aussi parce que nous avons des activités de certification et on commençait à certifier des experts, mais ça c'est le sujet de demain. Et une association de consommateurs, mais qui finalement était assez lointain de ces travaux. Voilà, je voulais aussi noter, c'est la participation de Michel Olivier, qui était conseiller honoraire à la Cour de cassation, qui était un grand spécialiste de l'expertise judiciaire, parce qu'en fait ce sujet, très clairement, dès le départ, il a été clairement dit que ça ne concernerait pas l'expertise judiciaire. Néanmoins, Michel Olivier, qui était déjà très âgé à l'époque, mais avec un dynamisme débordant, nous a permis d'avoir un accès, notamment à la Cour de cassation. On a pu avoir un certain nombre d'articles dans la Gazette du Palais, et qui a finalement permis petit à petit de pouvoir considérer que oui, même l'expertise judiciaire pouvait suivre des règles de bon sens, et pourquoi pas des règles édictées dans une norme commune à l'ensemble de l'expertise. Alors, le contexte, il y a eu beaucoup de discussions pour savoir est-ce qu'on faisait juste un fascicule de documents ou est-ce qu'on allait jusqu'à une norme homologuée? Parce que même ça faisait peur. Déjà, normaliser le domaine de l'expertise, ce n'était pas évident, mais alors créer une norme homologuée qui pouvait éventuellement être citée dans des textes de loi, qui pouvait être repris de manière beaucoup plus formelle, ça a été un combat. On l'a obtenu finalement, et donc nous sommes partis sur des travaux de normalisation pour rédiger une norme homologuée. Alors bien entendu, il y avait donc l'expertise judiciaire, mais aussi les experts comptables qui voyaient d'un mauvais œil ces travaux, et donc a été clairement exclu du champ de ces travaux, tout ce qui pouvait concerner en fait des codes de procédure d'expertise légale en vigueur. Une chose qui était très importante, c'était de pouvoir, alors malgré effectivement cette composition de ce groupe de rédaction, que cette norme puisse s'appliquer autant à des expertises individuelles, collectives. Alors, le terme collective ou collégial n'a pas forcément toujours été très tranché, ou institutionnel. Parce qu'effectivement, vu le contexte de l'époque, très clairement, c'est le contexte institutionnel qui a poussé et qui a permis la création de cette norme-là. Mais par contre, il y avait énormément d'acteurs intéressés pour normer aussi sur les expertises individuelles. Et nous y sommes arrivés au final, malgré cette composition de ce groupe. Donc il fallait que cette norme puisse décrire toute la méthodologie expertale. Et ça, c'était important d'avoir une norme qui soit autoportante et qui permette finalement, dans l'application de ces exigences, parce que c'est une norme d'exigence, c'était de pouvoir apporter des garanties dès lors qu'elle était correctement appliquée. Et le dernier point, c'était de commencer aussi à réfléchir sur des systèmes de reconnaissance formelle, donc l'utilisation de cette norme 50-110 expertise, considérée comme une norme métier, de pouvoir l'utiliser à travers des certifications, par exemple certification ISO 9000, mais également autres, puisqu'on a pu voir qu'après ces travaux ont été créés un certain nombre de certifications, notamment de personnes.
Alors, donc les travaux, on a commencé à réfléchir sur ce qu'expertiser. Et expertiser, c'était de convoquer, rassembler des connaissances disponibles, donc sur un sujet, sur le sujet, l'objet de l'expertise, mais aussi d'acquérir, si possible, celles qui manquent, parce qu'en fait, lorsqu'on a fait le tour des informations, des connaissances qui entourent le sujet de l'expertise, bien souvent, il manque effectivement des éléments. Alors les éléments, ça peut être des enquêtes, ça peut être des essais, des analyses, des calculs, etc. Afin de pouvoir construire une démonstration, parce qu'en fait, l'expertise, quelque part, c'est bien effectivement une démonstration et porter un jugement professionnel pour produire un résultat. Et le résultat, c'est quoi? Ça peut être une interprétation, un avis, mais aussi des recommandations, aussi fondées que possible. Alors, en réponse à une question bien comprise, et le bien compris, c'est important parce qu'en fait, souvent, le commanditaire de l'expertise n'est pas forcément un connaisseur du sujet. C'est avant tout un décideur, mais pas forcément un connaisseur. Ce qui nous a permis de normaliser pour la première fois le terme expertise dans les travaux de normalisation français, donc, que je vais lire, donc c'est un ensemble d'activités ayant pour objet de fournir à un client, en réponse à la question posée, donc un résultat qui est une interprétation, un avis ou une recommandation, aussi objectivement fondée que possible, élaborée à partir de connaissances disponibles et de démonstrations, toujours accompagné d'un jugement professionnel de l'expert. Alors bien sûr, les termes avis, recommandation, démonstration, tout ça, bien sûr, c'est défini, mais je vais juste donner celle-ci. C'est une personne dont la compétence, l'indépendance et la probité lui valent d'être formellement reconnue apte à effectuer des travaux d'expertise. Il n'y a pas que la compétence de l'expert. Ici, on parle effectivement de son indépendance. Aujourd'hui, on parlerait peut-être plus d'impartialité. Et puis aussi quelque chose qui va toucher son savoir-être, la probité. Alors, très rapidement, dans les grandes lignes de cette norme, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des éléments sur le management de l'expertise, donc sur les compétences de l'organisme. Alors, ce n'est pas forcément applicable à l'expert, et on le verra un peu plus tard. Sur la responsabilité de l'organisme d'expertise, notamment ses obligations déontologiques, et je ai notamment mis une exigence dessous de cette norme pour comprendre justement ce que sont ces obligations déontologiques, et l'écoute client. L'écoute client étant très importante parce qu'on peut conduire une expertise de manière extrêmement rigoureuse, mais si on n'a pas la bonne question au démarrage, on aura du mal effectivement à satisfaire le commanditaire. Donc ça a été le sujet finalement qui nous a donné finalement le plus de temps, parce que la question posée, autour de la table on avait des gens qui savaient conduire des expertises, mais finalement on s'est très vite aperçu que cette notion d'écoute client, d'écoute au démarrage n'était pas forcément innée pour beaucoup d'experts autour de la table. Le management des ressources de l'organisme avec les compétences de l'expert, les qualités personnelles de l'expert, donc qui rejoignent son savoir-être. Le management des compétences, alors tout ce qui va être lié aussi au maintien de ses compétences, la réglementation, les règles de l'art, etc. Et puis des éléments liés aux infrastructures, à l'environnement de travail, mais ça c'est beaucoup plus pour les grandes agences d'expertise. Alors, le corps, le squelette finalement de l'expertise qu'on trouve dans son chapitre 7, on retrouve toute la méthodologie de traitement d'une expertise à travers sa planification. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que une expertise, elle peut durer longtemps. Et elle peut effectivement convoquer un certain nombre de ressources. Et que souvent, il va y avoir aussi des délais à respecter. Et s'il y a des délais à respecter, il y a effectivement cette notion de planification de l'expertise qui est abordée dans cette partie prescription technique.
le processus relatif aux clients, donc les échanges, la revue, la contractualisation, mais aussi les avenants qui peuvent venir après, parce qu'en fonction de ce qu'on va trouver, de l'avancement de l'expertise, on peut être amené à revenir sur le contrat, en rediscutant bien sûr avec le commanditaire. La conception et la réalisation de l'expertise, conception au niveau de la méthode d'expertise, et ensuite son suivi. La maîtrise des achats, puisque effectivement, tout à l'heure on disait qu'on avait les connaissances acquises, mais qu'on pouvait être amené à convoquer d'autres connaissances et pourquoi pas notamment de faire appel à des laboratoires, à des inspections, etc. Et enfin, bien sûr, beaucoup d'éléments sur le produit de l'expertise, le rapport, pour qu'il soit le plus clair possible, le plus intelligible possible, dans la mesure où le commanditaire, comme je le rappelais tout à l'heure, n'est pas forcément un connaisseur. Et une dernière partie sur l'analyse et l'amélioration, parce qu'en fait, l'expertise à travers cette norme, ce qu'on souhaitait, c'était d'inscrire cette démarche dans une démarche aussi vertueuse qui permette effectivement de pouvoir analyser ses propres erreurs pour pouvoir réagir et améliorer le système en permanence. Après 2 ans et demi de travaux, donc la norme NFX 50-110 a été publiée le 20 mai sous l'intitulé « Qualité en expertise, prescription générale de compétences pour une expertise ». J'insiste sur le terme « compétence » parce que, contrairement à des normes de système, on n'est pas dans l'organisation, on est bien au-delà de l'organisation, on est sur la description d'un métier, d'un processus, mais surtout avec une approche compétence. Alors pour terminer, donc la norme est sortie en 2003. Entre 2006 et 2016, il y a eu quelques travaux qui sont sortis en 2011, les travaux français qui ont été des documents, qui étaient finalement des outils pour pouvoir élaborer, faire un retour d'expérience et pouvoir apporter des recommandations sur l'application de la norme avec la 5046, et puis aussi de pouvoir donner des idées sur l'utilisation possible de cette norme en 2011. Mais l'intérêt, ça a été effectivement de pouvoir porter les travaux français au niveau européen, parce qu'en fait, on s'est aperçu en 1999 qu'aucun pays européen n'avait lancé de travaux de normalisation sur l'expertise. Donc on a traduit la norme en anglais et on l'a portée en fait au niveau des travaux du CEN et est sortie donc en 2016 une norme européenne, mais qui finalement n'a jamais vraiment fonctionné. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'expertise en France, elle a ses particularités. Et si on arrive à trouver un tronc commun entre nous, eh bien, ça a été assez compliqué, finalement, de trouver un tronc commun entre les Européens. Et donc, on est arrivé à plutôt définir des exigences à minima pour essayer d'identifier les risques possibles dans un processus d'expertise, qui n'était absolument pas la volonté qu'on avait avec la 50-110. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que 20 ans après, cette norme, elle est révisée. Et dans quelques jours, donc la semaine prochaine, le 14 novembre, il y aura la première commission de normalisation pour réviser cette 50-110, bien sûr pour la mettre au goût du jour et notamment prendre en compte un certain nombre d'éléments tels que l'impartialité, l'approche risque, qui depuis 20 ans a pénétré en fait toutes les normes métiers, l'impartialité plutôt que de parler d'indépendance, et un élément aussi important, c'est la dématérialisation des métiers, et l'expertise n'y échappe pas. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Hoquet, si vous voulez rester sur place. Et on va appeler maintenant Shahrazad Thomas Vestra pour nous parler de la déontologie et du contrat de l'architecte et éventuellement de ce qui peut en être de l'architecte expert. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie après toutes ces aventures ce matin. On aurait dû appeler ce congrès aujourd'hui l'expert dans tous ses états. On est arrivé bien à bord, voilà, avec mon petit problème de train. Bon,
En fait, on va présenter aujourd'hui au nom du CNEAF, bien entendu, et la commission de règles de déontologie et le contrat aussi de l'architecte expert. En fait, c'est un fruit de travail qui a duré 2 ans avec la commission. On s'est posé la question, pourquoi faire des règles de déontologie? Parce que notre collège, vous savez tous qu'on est composé de, en fait, à peu près 70% des experts judiciaires et 30% des experts conseils. Ce qu'on appelle conseil, la plupart, ils sont un peu en attente pour déposer leur dossier, etc. Bon, ceux qui pratiquent l'expertise conseil, on s'est rendu compte en fait qu'ils n'ont pas des règles de déontologie qui va aider à donner une crédibilité à leur intervention vis-à-vis de statut du collège et puis vis-à-vis des tiers personnes qui font appel à eux. Voilà, et donc sachant que en fait les experts judiciaires, ils ont déjà des règles de déontologie, ils sont assermentés, donc tout le monde est au courant que voilà, donc ils se demandaient pourquoi faire ce code de déontologie, en fait les règles de déontologie, et voilà, on décide que la règle numéro 5 de CNCEJ, en fait, ça s'appelle consultation privée d'expertise des experts inscrits sur la liste. Donc en fait, ça ne les concerne pas. Ils pensent que ça ne les concerne pas. Mais nous, pour le CNEAF, on pense donc de créer quelque chose basé d'abord sur le métier d'architecte, d'abord architecte, après architecte expert. Donc, si on peut bouger là le... Shahrazad, tu l'as la télécommande. Attends, je vais juste... je ne sais pas comment ça marche, en fait. À voilà, droite, ici. à gauche, et tu as un écran de retour pour toi ici. C'est plus simple. Bah, très bien. Alors, ici, donc, les règles de déontologie de CNEAF, on s'est basé, parce que la déontologie, code de déontologie, quelque chose figé, on est tous là, architectes, on a prêté serment et on a comme livre de chevet ces codes de déontologie de l'ordre des architectes. Donc on a voulu un peu apporter quelques règles complémentaires pour les experts membres du CNEAF. Donc on ne va pas lire bien sûr les deux parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est un sujet, une table ronde, une proposition, parce que vous êtes tous pratiquement membres du collège, donc c'est un débat ouvert, y compris pour les experts architectes, experts judiciaires et experts conseils. Donc les règles complémentaires sont c'est ceux qui sont à droite de l'écran. Et voilà, l'article 1, par exemple, on va les lire, Michel, ou qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu long pour les lire, mais disons que l'idée, c'est l'expert architecte inscrit au tableau de l'ordre s'est engagé par serment à respecter le code de déontologie des architectes publié au journal officiel. 25 mars et rectificatif de 21 juin 1980. Il peut exercer des missions donc, de conseil et d'expertise conformément à l'article 2 de ce code. Donc les présentes règles en précisant au complément des dispositions pour ces missions. Elles ne concernent pas les missions d'expertise judiciaire pour lesquelles des règles de déontologie spécifiques ont été publiées par le CNCJ. Donc on s'est donc penché sur les missions de conseil expertise parce que, donc je vais faire la deuxième page. L'article 2, par exemple, on a dit que les missions de conseil et d'expertise peuvent intervenir dans les circonstances variées. Pour expliquer, donc là, il y a une liste qui n'est pas, bien sûr, complètement complète, parce qu'on a mis etc., pour expliquer quel type de situation ou de mission on peut confier à un expert conseil, c'est-à-dire qui est en fait nommé par une tierce personne morale ou physique. Donc, ces missions sont à peu près comme on peut le citer pour expliquer une situation technique et son contexte dans le cadre de recherche de solutions amiables avant et pendant et après une procédure d'expertise judiciaire. Ça, c'est très important parce qu'on a souvent appel à ce genre de situation surtout pour accompagner donc une partie, pour un peu expliquer la situation au cours de l'expertise judiciaire pour une partie.
Alors, l'expert architecte conseil privilégie la médiation ou la conciliation avant toute procédure judiciaire. Ça, ça concerne aussi c'est cette clause qu'on va parler dans le contrat qu'on va mettre ultérieurement. Article 3, l'expert architecte maintient de toutes circonstances les traditions d'honneur, de dignité, d'indépendance et d'intégrité. Tout à l'heure, monsieur nous parle de la norme NX 50-110. Donc nous, on s'est inspiré de statut du CNEAF qui existe depuis longtemps, parce qu'on est tout d'abord architecte et on est tous, pour être membre de CNEAF, on doit avoir respecté donc, la tradition d'honneur, de dignité, d'indépendance et d'intégrité. Donc, on s'est inspiré par cet article 1-3, objet de statut. Il fait preuve donc de conscience professionnelle, d'objectivité et d'équité dans toutes les missions de conseil ou d'expertise, où il est amené à donner son avis. Analyse des désordres, non-conformités, malfaçons et pathologies, ainsi que leurs causes, études de responsabilité, conseil en situation de litige. Il a un respect absolu de la vérité et se garde à toute conclusion hâtive en procédant à toutes les investigations et recherches nécessaires. Et il doit accomplir lui-même sa mission. Dans tout avis, il mentionne la liste des documents dont il a eu connaissance, le résultat de ses constats, des investigations, ainsi que les règles de l'art, les réglementations auxquelles il se réfère. Et article 4, l'expert architecte entretient et améliore ses compétences, notamment dans le domaine technique et du droit de la construction. Alors, ici, on va sauter les pages, là, ici. Donc, article 9, l'expert architecte s'interdit toute mission d'expertise concernant une construction pour laquelle il a antérieurement exercé une conception architecturale ou une maîtrise d'œuvre. Les missions de conseil ou d'expertise d'une part, de conception, prescription ou maîtrise d'œuvre d'autre part, doivent être distinctes, même si elles concernent le même objet. Cet article est très important parce que c'est un peu l'objet du contrat qu'on va parler, enfin on peut appeler contrat ou convention, mais on va parler ultérieurement parce que ça c'est important de rappeler ce qu'on appelle l'impartialité ou l'indépendance. Donc là, c'est pas qu'on interdit, mais disons, c'est bien quand on fait une expertise technique ou conseil, on ne donne pas des solutions réparatoires. Dans ce cas-là, on va en parler après, qu'on arrête le contrat d'expertise conseil pour passer à un contrat de maîtrise d'œuvre. Donc là, il faut être vraiment vigilant et être complètement attentif à ne pas confondre ces deux missions. L'article 10 bis, sur tout support papier, on est là, sur tout support papier à lettres, site internet ou réseaux sociaux, etc., l'expert architecte s'interdit de dire référence à des compétences qu'il ne peut justifier. Il ne se prévaut de la qualité de membre du CNEAF que lorsqu'il est dûment mandaté par le représenté. Parce qu'en fait, on a eu le cas, on a eu quelques collégiens qui ont été sur une expertise conseil et un grand même utilisé carrément le logo du CNEAF pour justifier leurs compétences. Voilà. C'est pas sérieux. Alors, article 11, on va aller rapidement. Toute mission de conseil ou d'expertise doit faire l'objet d'une convention écrite avec le client définissant le contexte, l'objet, les contenus et les limites de sa mission. Ça, c'est important, les limites de la mission. On va le voir dans le contrat, parce que tout ce qu'il faut mettre, en fait, pour ne pas confondre avec une maîtrise d'œuvre où vous rajoutez des missions dont vous n'avez pas investigué, par exemple. Ainsi que la rémunération correspondante exclusive de tout autre. La convention précise notamment l'usage et l'étendue de la diffusion des écrits de l'expert. Ça aussi, c'est important, ce qu'on doit diffuser ou pas, et puisqu'on est intègre et indépendant. Donc ça aussi à voir. Article 12. L'expert architecte apporte à son client le concours de son savoir et son expérience, sans rien lui dissimuler, quant aux risques techniques et la situation en regard du droit de la construction. Il est conscient des limites de son savoir, on informe son client et lui conseille, si nécessaire, de s'adjoindre les services de prestataires pour
pour mesure ou investigation particulier les conseils de spécialistes techniques ou ceux d'un avocat. Parce qu'on n'est pas avocat, on n'est pas là. C'est un peu mais bon, on est quand même, parce qu'on est censé d'être architecte expert, qu'on a fait un approfondissement de connaissances techniques et de droit de la construction, sans faire de droit. Donc c'est pareil les limites qu'un expert judiciaire, bien entendu, mais sans en être. Mais on peut faire travailler avec un avocat, rien qui empêche, et puis conseiller le client d'aller consulter un avocat. Il s'interdit, même si son client le lui demande, de dire ou d'écrire quoi que ce soit qui serait contraire aux faits ou à la vérité technique. Donc là, on revient sur l'indépendance et l'impartialité et surtout la crédibilité aussi. Voilà. Il exerce personnellement sa mission. Il peut se faire assister, mais exclusivement pour les tâches matérielles spécifiques. Et là, on va le voir dans le contrat aussi, qui est spécifié tout ce qui est investigation, sondage et tout ça, que ce n'est pas à l'expert de le faire. Il peut faire appel à une personne qualifiée. 4 minutes, Sherazade. Oui. Combien de minutes il reste ? 4 ? Ben ça va, c'est bon. J'ai pratiquement fini. L'article 15, donc l'expert architecte doit, avant la signature de la convention, là ça va un peu compliqué, ou en cours de mission, d'éclairer à son client les liens particuliers qu'il pourrait avoir avec l'une ou l'autre des parties en litige avec lui. Liens de parenté, liens commerciaux, liens professionnels, autres. Donc liste en remplacement de celle de l'article 29 du Code de déontologie. Et là, ça va être rapide. Article 17. Dans le cadre d'une mission de conseil ou d'expertise, l'expert architecte est relevé de son devoir d'assistance morale et conseil envers les architectes en litige avec son client. Parce qu'il ne faut pas oublier que le devoir, nous, envers nos confrères, de porter assistance morale et conseil. Là, dans ce cas-là, on ne le fait pas dans le cadre d'un litige, bien entendu. Voilà, et la dernière page. Article 26, en fait, qu'il est abrogé par le décret, mais nous, on revient vers le devoir envers les autres intervenants, experts, avocats, etc. Dans le cadre des procédures contradictoires, l'expert architecte a envers toutes et à tout un devoir de courtoisie, de respect et d'écoute différentes. Il établit un débat technique loyal en partageant contradictoirement toutes les informations et s'interdit tout dénigrement. Voilà. Et après, en toutes circonstances, il s'interdit le tutoiement. Ça nous arrive souvent de voir, voilà, pour intimider un expert judiciaire. Et là, vraiment, c'est impensable. Ce n'est pas un expert de conseil du collège doit faire ça. En tout cas, nous, on n'a pas encore vu ça, mais disons que moi, j'en ai croisé quelques situations comme ça. Et je trouve que c'est pas bien. Alors, il s'impose l'obligation de neutralité, exerce sa mission en s'abstenant de manifester ses opinions politiques ou religieuses. Il traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. Bon, après les articles 27 à 49, c'est sans règle complémentaire. Donc, ce qui nous ramène maintenant, donc ça, je vais passer vite, parce que ça, c'est le compte-rendu. On a fait un type de déontologie avec la commission, mais on va passer vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. En tout cas, ça va être publié. Et là, on va passer à la commission de convention. Et je tiens à remercier le CNEAF, parce que la MAF, en fait, on a travaillé avec M. Klein. Et je ne sais pas s'il est présent. Non, pas encore. Demain. Demain, oui. Ben là, on le remerciera demain parce qu'avec son service juridique, Madame Camille Porretta, on a mis au point, donc c'est comme un contrat type de l'ordre, mais en fait, ça s'applique aux membres du CNEAF. Bon, c'est provisoire parce que c'est qu'un projet. Ne vous inquiétez pas, rien n'est définitif. Donc, c'est facile, c'est comme un contrat tout simple. Donc, on met les qualités, enfin, on va passer vite. Les préambules, donc cette mission d'expertise conseil porte sur l'ouvrage ou éléments d'ouvrage spécifiés dans la présente convention. Donc, elle consiste en une analyse visuelle, on précise bien, parce que si on fait le sondage, attention, si on donne par exemple pour les caméras thermiques, l'usage de caméras thermiques, si on donne des valeurs, des résultats,
Attention, on s'engage. C'est comme l'expert judiciaire, il ne doit pas donner un résultat, ce n'est pas à lui de le faire. Donc, on fait appel peut-être à un sachant ou un bureau d'études qui... donc, c'est nous, on fait que analyse visuelle de l'existant et a pour objet l'identification des causes ayant entraîné le désordre ou la malfaçon constatée. La mission sera exécutée exclusivement sur la base des documents qui auront été remis par le demandeur à l'expert et les constatations visuelles que ce dernier pourrait faire sur l'ouvrage ou sur l'élément de l'ouvrage concerné. Excusez-moi, Françoise, si c'est fini, mais disons que juste je le présente facilement, voilà, rapidement. Donc, on a le calendrier prévisionnel de mission, les délais de rétraction, rémunération de la mission. En fait, on s'est inspiré un peu du contrat de base de l'architecte. Et donc, là, le contenu de mission. Donc, il faut bien préciser les phases des reconnaissances et d'investigation. Donc, ça, attention, quand on dit investigation, ce n'est pas les résultats, comme je ne vais pas le répéter. Alors, phase d'élaboration du rapport expertise technique. Donc là, on dit ce qu'on doit donner. Analyse des données, informations collectées sur site, rédaction du rapport, remise de rapport en 3 exemplaires au demandeur, ou etc., etc. Alors, documents fournis par le demandeur à l'expert. Donc ça, c'est important, il faut le noter. On est où là? On est 4. On est déjà... Voilà, on a déjà fini. C'est le maître du temps me surveille. Bon, alors on a bien vu, mais par contre, je sais, c'est important. Il faut vraiment déclaration d'indépendance. Il nous renvoie donc ce contrat à la déontologie, donc du CNEAF, le code, les réglementations, les règles de déontologie du CNEAF à respecter et les statuts du CNEAF. Et bien sûr, donc on est quoi? Confidentialité. Ça, c'est confidentialité, donc on vous laisse le débat ouvert pour voir ce qu'il faut mettre. Litige, donc là, on envoie donc pratiquement à la médiation au début, c'est-à-dire comme premier recours. Et puis, on donne le nom de médiateur de la consommation, qui est gratuite pour le client et pas pour l'architecte, attention, et pas l'expert non plus. Et voilà, ces signatures. Donc ça, c'est un débat, c'est pas un débat, parce que c'est pas bien le terme, mais plutôt c'est une réflexion ouverte à vous toutes et tous, de voir est-ce qu'on est dans la bonne direction et est-ce que les experts judiciaires se sont concernés. Voilà, je suis ouverte à vos questions et je merci pour votre attention. Merci. Alors les questions, elles viendront tout à l'heure après la table, enfin au moment de la table ronde. Maintenant, on va parler des ressources qui peuvent être humaines, techniques ou financières, qui peuvent être des aides à la décision dans le cadre d'expertise conseil. Et pour commencer, nous allons parler des ressources humaines qui sont permises par l'expertise conseil avec Claude Buchet, qui est architecte expert et médiateur, président du Centre de médiation pour l'immobilier et la construction, CEMIC, à qui je laisse la parole pour une dizaine ou quinzaine de minutes. 10 minutes, ça va être court, mais je vais essayer de ne pas être redondant avec ce qui a été dit précédemment. Si vous permettez, je vais inverser rapidement la présentation. Tout d'abord, pour parler rapidement du CEMIC. Je ne vais pas m'étendre sur le CEMIC. Vous l'avez dit, je suis président du CEMIC. C'est une association qui a été créée en 2012. Un jour, Michel Deming, ici présent, et moi-même, qui étions experts judiciaires, et nous avions fait dans le passé beaucoup de conciliations, jusqu'à ce que l'article 240 du nouveau Code de procédure civile interdise aux experts judiciaires de faire de la conciliation. Mais nous sommes également experts en cour administrative, et les juridictions administratives continuent de permettre, je reviendrai dans un instant là-dessus, aux experts judiciaires qui sont désignés de faire de la conciliation, puisque dans les missions type des expertises judiciaires en cour administrative, c'est faire si peu, concilier les parties, et on va parler tout à l'heure de la médiation également, qui s'inscrit maintenant dans les derniers décrets qui sont apparus. Donc en 2012, nous avons créé cette association en disant la médiation est un processus qui s'est mis en place par une directive européenne de 2008, et cette procédure de médiation, qui n'était pas encore très connue en France, allait se mettre en place, et nous pensions que nous pouvions être les précurseurs
dans le domaine qui est le nôtre, bien évidemment, qui est la construction de l'immobilier. Et donc, on a créé cette association, qui est une association qui est composée finalement d'experts formés, d'experts pas forcément judiciaires, d'experts architectes, d'experts ingénieurs, qui ont été formés à la médiation, d'avocats spécialisés également formés à la médiation, puisque je rappelle quand même qu'être médiateur, c'est une formation spécifique, et je ne m'attarderai pas trop là-dessus, mais je reviendrai dans un instant sur le devenir des possibilités pour les experts de devenir médiateurs. Ce sont des médiations conventionnelles ou judiciaires, puisque conventionnelles, c'est quand des parties individuelles souhaitent faire une médiation, donc avant la procédure judiciaire. On reviendra tout à l'heure sur le rôle de l'expert dans ce cadre-là, ça a déjà été un peu évoqué tout à l'heure, ou alors des médiations judiciaires qui sont prononcées par les tribunaux. Nous sommes une organisme de formation, nous avons déjà formé un certain nombre de médiateurs, dont certains dans cette salle, certains experts, en association d'ailleurs avec le CNAF, et nous avons mené toutes les actions de développement pour les modes alternatifs de règlement des différends, puisque là aussi, je dirais, on le voit bien en France, comme d'ailleurs en toute l'Europe, et je reviendrai dans un instant là-dessus, les développements extrajudiciaires sont de plus en plus fréquents. C'est une volonté, je dirais, publique et sociale qui se met en place, et on verra après comment l'expert, en tant que ressource, l'architecte expert peut se positionner là-dessus. Et enfin, nous avons signé des conventions de partenariat, entre autres à la Fédération française du bâtiment, avec certains promoteurs nationaux, des organismes divers et variés, et également des conventions de partenariat avec certains tribunaux qui nous missionnent dans le cadre de médiations judiciaires. Je m'arrêterai là-dessus pour la présentation CIMIC, mais j'aimerais venir plus davantage sur le problème du rôle de l'expert, de l'architecte expert, dans ce cadre-là et dans le cadre général. Alors, revenons tout d'abord à quelques définitions. On parle de médiation, on parle de conciliation, on parle d'expertise, on parle d'arbitrage. J'ai rappelé simplement les quelques définitions et c'est important de se les avoir en mémoire. La conciliation, c'est une solution superficielle qui est proposée par l'une des parties ou par un tiers ou un juge qui finalement permet de concilier des parties sans pour autant, je dis bien, régler le fond du problème, mais ça permet de concilier. Et ces conciliations existent depuis longtemps en France, ailleurs aussi. Et par contre, je le disais tout à l'heure, l'article 240 ne permet plus aux experts de faire de la conciliation. L'arbitrage, c'est une espèce de juridiction privée, puisque c'est une décision qui est imposée, prise par plusieurs personnes désignées, par un ou plusieurs tiers, et c'est l'article 1451 du Code civil. La médiation, c'est un processus structuré. Alors souvent, on fait confusion entre médiation et conciliation, mais j'avoue que la directive 2008 ne fait pas distinguo non plus. C'est un processus structuré qui permet finalement des parties qui, quelle que soit la dénomination, par lequel une ou plusieurs tentent de parvenir à un accord en vue de la réalisation amiable de leurs différends avec l'aide d'un tiers, le tiers étant le médiateur, choisi par elle conventionnellement ou désigné par accord pour le juge, c'est la médiation judiciaire, suggéré ou ordonné par une juridiction. Le jugement, c'est ce qui se passe dans les juridictions, puisque c'est un jugement qui aboutit finalement à trancher un litige entre les parties, avec tous les problèmes que nous connaissons, puisque finalement, au-delà de l'expertise judiciaire, au-delà des rapports d'experts, il y a un jugement qui tombe, avec un gagnant et un perdant la plupart du temps, ce qui n'est pas forcément bien vu par certains quand ils perdent. Et c'est bien un des problèmes qui est posé par le problème des jugements. La diplomatie, elle vise à harmoniser les intérêts. Donc, quelque part, c'est aussi une manière, finalement, de discuter pour essayer de trouver des accords dans les conflits ouverts. Et enfin, l'expertise, je rappelle que l'expertise, c'est un processus qui est structuré, qui permet à l'homme de l'art de donner un avis. Alors, en judiciaire, c'est très contraint, puisque la mission est limitée, rien que la mission, vous le savez, en judiciaire. Par contre, dans l'expertise conseil, la mission n'est pas limitée, elle est définie entre l'expert de conseil et la partie qui le désigne ou qui le nomme pour l'aider, pour résoudre ou apporter sa contribution technique ou son éclairage sur tel ou tel problème. Alors, expertise, pardon, excusez-moi, je reviens en arrière. Voilà, des ressources humaines pour tous. Alors, je voudrais dire simplement, c'est que ça fait 50 ans que je suis architecte, ça fait 40 ans que je suis expert, ça fait 40 ans que j'ai fait, par ailleurs, de l'expertise privée également, judiciaire et privée. Je fais depuis maintenant 8 ans de la médiation, et tout ceci me donne un éclairage d'architecte expert sur le monde des différends, sur les litiges, sur lesquels nous sommes saisis, sur lesquels nous sommes pris à partie pour donner un avis sur les différents problèmes qui peuvent exister. Ça me donne un éclairage et vous verrez que sur l'évolution des choses, je suis relativement optimiste quant au rôle de l'architecte en tant que ressources humaines, l'expert architecte pouvant être un contributeur à cette paix sociale sur laquelle nous militons tous. En France, actuellement, vous le savez, en judiciaire, il y a la procédure civile qui est la procédure de référé, que ce soit en civil ou en administratif, il y a la procédure civile de référé, c'est là, la plupart du temps, dans
80%, 90% des cas où nous sommes nous-mêmes désignés en tant qu'experts, soit la procédure au fond, où les experts sont également désignés, plus rarement, puisque cette procédure au fond intervient souvent après qu'un rapport d'expert judiciaire ait été déposé dans le cadre du procédure de référé. Mais ce que l'on sait aussi, c'est qu'en France, en tout cas, à peu près 80% des procédures de référé ne vont pas au fond. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand les rapports d'experts que nous sommes en judiciaire sont bien faits, très souvent, les parties concilient, trouvent leurs accords avec les avocats, sans les experts, mais ils trouvent leurs accords et finalement on confond puisqu'ils trouvent une solution avec bien sûr l'appui et l'assistance des assureurs et des experts d'assurance. Par contre, l'évolution des pratiques judiciaires, entre autres en administratif, ont évolué ces derniers temps. Et les derniers décrets d'application donnent maintenant la possibilité aux experts judiciaires qui sont désignés de pouvoir s'autosaisir pour proposer une médiation aux parties qu'ils souhaitent, donc au-delà de la conciliation, de pouvoir faire de la médiation. Alors, c'est assez curieux parce que le processus de médiation pour l'expert, ça n'a rien à voir. Un médiateur n'est pas forcément expert. Un médiateur, c'est une formation, c'est quelque chose de particulier. Je m'expliquerai tout à l'heure rapidement là-dessus, mais ça n'a rien à voir. Et pourtant, le législateur a fait un mélange, on dirait du Conseil d'État, a fait un mélange entre l'expert médiateur et le médiateur, alors que ce n'est pas la même chose. Mais ceci étant, les derniers textes décrets d'application donnent la possibilité à l'expert judiciaire, désigné par un tribunal administratif, de s'autosaisir pour une médiation. Alors, de plus en plus, on le voit, le développement des MAR, donc des modes alternatifs de règlement différents, se multiplie en France et en Europe d'une manière générale. Il y a une volonté très forte sur le plan européen pour cela. Et donc, les différents modes, c'est quoi ? C'est la conciliation, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la médiation conventionnelle, c'est-à-dire celle qui vient avant que les parties ne rentrent en judiciaire parce qu'elles n'ont pas trouvé d'accord et des terrains d'entente pour régler leurs différends. La transaction, quelque chose qui existe avant ou après la procédure passative qui est réservée aux avocats, puisque ceux-ci l'ont introduit également dans une procédure finalement de règlement amiable de leurs conflits, la procédure collaborative qui est une autre également qui est menée par les avocats, et l'arbitrage qui est une espèce de jugement, un jugement arbitral par des privés et non pas par l'établissement judiciaire. Quels sont les avantages et les inconvénients ? J'allais dire que le référé judiciaire, on parle de référé judiciaire, donc l'intervention de l'expert, je le disais tout à l'heure, 80% des dossiers ne vont pas au fond et sont réglés avant. Et donc ça veut dire que 80% de réussite avant un accord définitif. Je note simplement qu'au Canada, et c'est un exemple très intéressant, et je viendrai tout à l'heure sur le problème de la common law par rapport au droit romain, au Canada, je dirais actuellement et depuis maintenant de nombreuses années, ce sont plus généralement les pays anglo-saxons, mais le Canada a été en fer de lance là-dessus, ont développé la médiation et la conciliation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au Canada, vous ne pouvez pas introduire une action en justice si vous n'avez pas mené d'un bout à l'autre l'ensemble des actions de médiation permettant d'aboutir. Si elles n'aboutissent pas, après avoir démontré clairement qu'elles n'ont pas abouti, vous avez le droit de saisir la justice et de rentrer dans une procédure judiciaire. 90% des actions en amont des actions judiciaires sont traitées au Canada et ne vont pas en justice. Ce qui fait que les tribunaux canadiens n'ont pas beaucoup, ou du moins quand ils ont des affaires, ce sont des affaires importantes qui n'ont pas trouvé leur solution dans le règlement amiable parce qu'elles sont allées plus loin et qu'elles n'ont pas trouvé leur solution. On est loin de cela en France, puisque aujourd'hui les tribunaux, on le sait, sont débordés, et ce n'est pas par hasard non plus que la notion de développement de médiation judiciaire, entre autres, est voulue et souhaitée par les juridictions, parce qu'elle permet effectivement de pouvoir régler, et on le sait bien, de pouvoir régler les problèmes en amont des procédures judiciaires proprement dites. Claude, et de plus en plus, on peut également préciser que les assureurs aussi sont demandeurs de médiation, parce que ça permet finalement de régler en amont les problèmes avant même d'aller en justice. Alors, si vous voulez plus loin, quel est le rôle de l'expert ? Parce que finalement, c'est ça la question, le rôle de l'expert en tant que ressource. Alors, l'expert judiciaire, on le connaît tous, je ne veux pas m'abstenir dessus, on sait ce que c'est, nous sommes 70% des membres du CNEAF sont experts judiciaires, les 30% sont des experts non judiciaires, mais font également experts de partie. Donc c'est l'expert de partie. Ça a été présenté tout à l'heure avec un compte de déontologie spécifique qui pourrait rentrer en vigueur. C'est l'assistant conseil de partie pour exprimer un avis sur un problème technique. C'est l'assistant conseil avant, pendant ou après une procédure judiciaire. C'est l'assistant conseil au cours d'une médiation. Et c'est un point important, puisque dans une médiation,
le médiateur, qui est expert ou pas, qu'importe, qu'il soit architecte ou pas, finalement, a à côté de lui, en face de lui, un certain nombre de parties, 2, 3, 4, 5, 6, 10, parfois plus, tout dépend bien sûr de l'importance du conflit et du différend. Et vous avez dans ces médiations forcément la partie, puisqu'on donne la parole aux parties, et c'est important parce que c'est les parties qui s'expriment, c'est les parties qui vont chercher à trouver une solution à leur conflit, mais elles sont accompagnées par leurs avocats qui ont un rôle à jouer, bien évidemment, sur le plan juridique, puisqu'elles ont ensuite à rédiger le protocole si la médiation aboutit à un protocole, mais également l'expert. L'expert de partie, et je me rends compte avec l'expérience que je peux avoir, d'autres l'ont également, c'est que la présence d'experts de partie au moment de ces médiations conventionnelles ou judiciaires, qu'importe, est très importante parce que finalement, ce sont les experts des parties qui vont contribuer à amener la solution, la construire et la développer ensemble pour aboutir à une solution amiable qui va régler leurs différends. Et on le voit bien quand on fait de la médiation conseil, l'expertise conseil ou l'expertise judiciaire, on se rend compte, quand on procède, nous, en tant qu'experts, avec l'expérience que nous avons, c'est que la solution du conflit technique, en tout cas, on l'a souvent au bout de notre rapport. Après, il s'agit simplement de mettre en forme tout ceci, mais ça nous interdit en judiciaire. Par contre, en conseil, c'est possible. En médiation, c'est parfaitement possible. Donc, pour revenir, ce rôle de l'expert médiateur en médiation est important. Et maintenant, je vous le disais tout à l'heure, l'expert initiateur de médiation, c'est également une chose importante, puisque en tant qu'expert, nous avons la possibilité de proposer une médiation aux parties. Et là, il est important aussi que les experts conseils, experts de parties, puissent effectivement accompagner les parties pour rentrer en médiation, les accompagner pour développer effectivement le règlement de leur conflit. L'expert conciliateur, je dirais que là, encore une fois, l'article 240 ne le permet pas. Par contre, l'article 621 du Code de juridiction administrative le permet, de faire de la conciliation. Conciliation, médiation, je dirais que c'est très proche pour moi dans l'exercice, en tout cas dans le domaine de la construction, c'est très proche parce que ce sont des solutions techniques qui se construisent pour permettre de trouver la solution au règlement du différend et du conflit. Alors, la distinction médiation... Peut-être pour conclure. Oui, je vais aller vite. Alors, je ne vais pas développer ceci, vous l'aurez, donc c'est la différence qu'il y a. Finalement, il y a très peu de différence entre l'expert de partie, l'expert judiciaire et l'expert médiateur, parce que finalement, nous avons la même déontologie, nous avons le même principe, et nous sommes finalement compétents, et c'est ça qui est important. Et j'en reviendrai tout simplement à l'évolution du rôle des experts. Alors, aujourd'hui, vous le savez, et ça sera peut-être ma conclusion, un peu plus rapide que prévu, mais ce n'est pas grave, c'est qu'au niveau européen, a lieu actuellement, depuis maintenant quelques années, au niveau de la Commission de justice, un grand débat sur l'harmonisation des procédures de règlement des conflits, pas forcément judiciaires, mais des règlements du conflit et des différends entre les différentes parties en Europe. Nous avons d'un côté un système de la common law, qui est le système de tous les pays anglo-saxons du Nord, et le système de droit romain, qui est le nôtre, dans les pays du Sud. Or, ces deux systèmes s'affrontent, puisque vous avez d'un côté l'expert judiciaire, expert auxiliaire de justice du juge, qui intervient à côté du juge sur une mission très définie, l'expert de partie qui intervient pour conseiller la partie, par rapport au système anglo-saxon, où vous avez des experts de partie, il n'y a pas d'expert de juge, l'expert de partie, chaque partie est son expert, qui vont ensuite confronter contradictoirement leurs avis pour ensuite trouver une solution, construire la solution, et s'il ne la trouve pas, c'est le juge qui va trancher pour donner la solution par rapport à des solutions qui ont été construites et apportées par les différentes parties. Et donc, quand on regarde le système de la common law, et qu'on regarde le système de médiation qui est souhaité par la Commission européenne et par le Parlement européen, on se rend compte que petit à petit, le système de médiation, qu'il soit convention judiciaire, va se développer de plus en plus avec un rôle accru des experts, comme étant les conseils des parties, voire experts médiateurs, pour permettre de développer finalement le règlement des conflits pour une paix sociale référente. Donc l'expert gracieux dont parlait tout à l'heure ce monsieur qui m'a trouvé très intéressant, je pense que l'expert gracieux, c'est notre avenir, et je suis très confiant dans l'avenir des experts architectes pour la ressource et la paix sociale de notre environnement. Très voilà. bien. Nous allons passer aux ressources techniques avec Monsieur Estingois, qui va directeur général de l'agence Qualité Construction. Donc, Monsieur Estingois, vous disposez aussi de 10 minutes. 10 minutes. Bien, bonjour, merci de me recevoir. Donc, moi, je ne suis pas expert en rien. Par contre, au niveau de l'AQC, qui, vous le savez, je l'espère, au moins pour certains d'entre vous, donc, est une association, loi 1901, créée à l'initiative de l'État, suite à la loi Spinetta.
Donc, nous développons avec l'ensemble des acteurs de la construction un certain nombre de réflexions pour faire donc, de la prévention de la pathologie dans la construction. Donc, globalement, nous regroupons 48 membres, donc, dont le CNEAF depuis pas mal d'années, donc, pour travailler sur tous ces sujets. Toc, toc, voilà. Alors, pour faire de la prévention de désordre, on est organisé avec, d'une part, une partie observatoire et puis des actions de prévention. Et au-delà de l'activité traditionnelle qu'on avait structurée autour de ce concept, nous sommes en charge, donc, de la part de l'État, je ne rentrerai pas dans les détails, donc, de piloter un certain nombre de grands programmes, donc, de rédaction de documents de référence, donc, qui ont valeur normative pour certains d'entre eux. Et nous essayons de les partager. Donc, je vais vous parler un petit peu de tout ça, donc tout ce que l'on produit, donc, qui est utile pour l'ensemble des acteurs. Ça, c'est pas sympa. Voilà. Alors, premier élément, ce sont les dispositifs d'observation. Donc, nous en avons 4 actuellement donc, qui fonctionnent, et puis je vais vous en parler d'un 5e à la fin. Donc, le premier, donc, qui est alimenté par les experts construction, donc, qui sont diligentés dans le cadre de la mise en œuvre de l'assurance dommage ouvrage, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ce sont les experts CRAC, donc, qui nous fournissent leurs rapports. Donc, et qui, donc, cette collation de rapports dans un système qui s'appelle SICODES, qui existe depuis un petit peu plus de 30 ans, nous permet d'avoir un ensemble de données donc, qui nous permet de faire un suivi donc, de l'évolution des désordres. Alors, j'insiste beaucoup, et il faut que vraiment vous l'intégriez dans toute utilisation que vous pourriez faire des données SICODES. Donc, ça ne comprend que les sinistres donc, qui ont été expertisés par des experts construction diligentés dans le cadre de l'assurance dommage ouvrage. Donc ça n'intègre pas tous les autres sinistres qui peuvent exister. Et donc il faut faire attention aux interprétations qui sont données. Le dispositif alerte est un dispositif qui s'appuie sur les mêmes rapports et qui permet donc, avec un système de tri que nous avons mis en place, une lecture donc, par un ingénieur donc, des 10 rapports, d'identifier d'éventuels débuts de sinistres sériels en étant capable de faire le lien entre des rapports qui n'en ont pas. Le lien étant le sériel, bien évidemment. Troisième dispositif d'observation, c'est un dispositif qui s'appelle REX Bâtiment Performant, dont l'objet est sur la base d'experts d'audits de base qui sont faits sur des bâtiments qui anticipent l'évolution réglementaire, identifier les difficultés qu'il peut y avoir à la mise en œuvre de ces évolutions réglementaires. Et enfin, le 4e, donc, qui est le dispositif Vigirisque. Donc, l'idée, c'était de faire remonter, donc, par l'ensemble des acteurs, des informations sur des problèmes techniques qui étaient rencontrés sur le terrain et qu'ils ne savaient pas comment les faire remonter autrement que par cela. Donc, il y a un dispositif avec des Vigifiches qui étaient donnés. Ce n'est pas ce qui a fonctionné le mieux. Alors, pour mettre à disposition les ressources techniques donc, que nous développons avec l'ensemble des acteurs, donc les réseaux d'experts, les contrôleurs techniques, l'ingénierie, les entreprises, donc, nous avons un site internet dont on vient de mettre à votre disposition très récemment une nouvelle version. Et je vais vous présenter donc en fait nos outils techniques à partir de ce site internet. Alors, dans le site internet, il faut aller dans nos ressources. Et donc, quand on va dans nos ressources, on se trouve donc sur une page où on peut choisir donc au travers de mots-clés, donc des éléments sur lesquels on souhaite avoir des informations. Donc, quand on fait le mot-clé observatoire, on tombe sur le rapport annuel de l'Observatoire de la qualité de la construction, à l'intérieur duquel il y a une déclinaison des exploitations qui ont été faites donc, autour des données que l'on trouve donc, dans SICODES, dans l'alerte, dans REX Bâtiment Performant et dans Vigirisque. Je ne vous en dis pas plus. On peut aussi faire des recherches par mots-clés, et puis on peut faire des recherches donc, au travers de collections. Donc on a un certain nombre de collections et on peut rechercher des documents dans les collections. Donc là, vous avez tous les mots-clés donc, qui peuvent être utilisés, et puis vous avez la liste des collections dont nous disposons. Deux collections donc, importantes, donc une connexion donc, autour des communications de la commission prévention produits, donc, dont le rôle n'est pas seulement de faire le classement des produits entre techniques courantes ou techniques non courantes, et qui approfondit un certain nombre de sujets. Et donc là, je vous en ai mis quelques-unes. Donc, sur les procédés photovoltaïques, un sujet qui nous a bien amusé donc déjà depuis quelques années, et c'est pas fini. Donc,
Et vraiment, si vous avez des sujets là-dessus, n'hésitez pas à nous les remonter, ça nous intéresse beaucoup, ça alimentera donc la connaissance technique de l'ensemble des acteurs. On a un travail sur les chape fluides, donc on a quelques sinistres qui sont assez amusants aussi. Et puis, donc, dans la collection donc, Observatoire, tous les ans, donc, on produit un rapport spécifique, au-delà donc, des analyses qui sont faites, sur des pathologies qui sont très, très récurrentes. Et donc, là, c'est un focus, qui est le dernier qui vient de sortir, sur l'isolation thermique par l'extérieur. Et puis, l'année dernière, on avait sorti un dossier sur la pathologie des sols carrelés. J'en profite pour saluer la présidente de la commission observation, donc, qui est intervenue tout à l'heure, donc, et que je remercie beaucoup, Catherine, donc, de tout le travail donc, qui est fait grâce à vous. Un rapport qui va peut-être bientôt sortir, donc un rapport sur les balcons dont vous avez entendu parler, qui a mobilisé aussi quelques experts. Dans le cadre du dispositif REX, on met essentiellement en exergue des points de vigilance avec des rapports très, 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 très fins. Donc c'est pas le dispositif REX, c'est dans le cadre de l'Observatoire aussi. Donc on a toutes sortes de points de vigilance donc, dont je vous donne un certain nombre d'exemples ici. Et puis, donc, on a aussi donc, un outil qui est l'outil le plus connu de l'ensemble des acteurs, j'espère que vous le connaissez, les fiches pathologie, dont on vient de sortir une 6e édition, donc avec maintenant on a 75 fiches qui concernent à la fois la métropole et l'outre-mer, et dans les fiches spécialisées aux métropoles, donc on trouve éventuellement des éléments qui concernent donc, l'outre-mer. Je vous invite donc à le consulter, le classeur est disponible, donc il peut être commandé facilement, mais vous pouvez aussi donc, regarder ces fiches pathologie sur le site internet et puis sur ApplyQC, donc que vous avez bien évidemment tous sur votre smartphone, donc outil sur lequel vous trouvez tous nos outils numériques. Donc vous trouverez aussi donc, les fiches qualité réglementaire. Donc, le précédent classeur, donc fiche pathologie, donc il y a des désordres qui sont identifiés, donc qui ont fait l'objet d'une identification d'un traitement, etc., donc qui est indiqué dans la fiche pathologie, donc qui peut être très directement utile à votre activité. Pour ce qui concerne les qualités réglementaires, il n'y a pas forcément un désordre, il y a un non-respect de la règle, mais qui ne génère pas forcément un désordre, mais un non-respect de la règle qui a un certain nombre d'autres conséquences, et éventuellement des conséquences pénales. Dans le cadre du programme REX Bâtiments Performants, donc, nous avons visité à ce jour donc, plus de 200 000 logements et constructions diverses, et à partir de là, donc, il y a des rapports donc, qui sont faits donc, sous une rubrique qui s'appelle 12 enseignements à connaître, donc, sur un certain nombre de thèmes. Et dans ces enseignements à connaître, donc, c'est un peu la spécificité de ce qui est fait. On montre à la fois donc, ce qui n'est pas bien fait et ce qui est bien fait. Donc on peut donc, donner des éléments donc, pour améliorer les dispositions d'un sujet ou dans l'autre. Et puis, là, je vais vite, plus vite que ce que je n'avais prévu. Et puis vous pouvez trouver aussi donc un certain nombre d'autres outils, donc comme là je vois rien du tout. Donc en descendant donc là on est revenu sur la page première du site internet et vous pouvez revoir les actualités. Donc dans les actualités, donc je vous signale en particulier la dernière revue, je crois qu'elle a été mise à votre disposition aujourd'hui, il n'y en a déjà plus d'après ce que j'ai pu voir, mais vous pouvez aussi vous abonner pour la voir, ça marche très très bien, parce que quand vous vous abonnez, donc vous avez la possibilité d'accéder à l'ensemble des articles de toutes les revues qui ont été publiés, et c'est une mine d'or. Donc en l'occurrence, il y a 1196 articles donc, auxquels vous pouvez accéder quand vous êtes abonné, et donc ces articles peuvent porter sur des sujets qui vous intéressent aujourd'hui. Là, j'en ai sorti un donc, sur l'isolation par l'extérieur, les bardages rapportés. Donc c'est un article qui a une dizaine d'années, si je me souviens bien, puisque je n'y vois rien du tout. Donc je pense que vous n'y verriez rien du tout, mais vous aurez le document. Donc c'est un article qui a une dizaine d'années, qui est complètement d'actualité, juillet 2000, donc voilà, c'est pas faux ce que je dis, donc qui est complètement d'actualité encore, et ça peut vraiment vous servir dans les références que vous pouvez avoir dans le cadre de vos rapports techniques. Au-delà de tout cela, nous avons aussi des réseaux sociaux donc, que je vous invite à suivre. Donc, il y a une chaîne donc, AQC TV qui a à ce jour donc, 15 000 abonnés. Donc, ça doit être la chaîne donc, officielle construction donc, qui a le plus grand nombre d'abonnés. Donc, on en a plus que le CSTB et pas mal d'autres. Et sur cette chaîne, vous pouvez trouver donc, toutes sortes de
petites vidéos donc, sur des thèmes techniques donc, qui peuvent directement vous intéresser. On a aussi donc, nous sommes aussi sur Twitter et puis sur LinkedIn. Donc ça vous permet d'avoir des informations en temps réel sur un certain nombre de productions que nous pouvons faire. Et puis donc tout à fait en bas du site internet, vous voyez des renvois sur d'autres sites, donc la liste verte, 1001 signes, la mallette Rex bâtiment performant et le programme Pacte. Je rappelle que la liste verte, donc c'est un outil essentiel pour vous. Donc ça vous permet de savoir si le produit utilisé est un produit qui relève de la technique courante ou pas. Donc, je vous rappelle, mais vous le savez bien, donc les avis techniques sont soumis à la commission prévention produits, qui peut ou pas donc les mettre en observation. Quand ils ne sont pas en observation, ils sont dans la liste verte et vous pouvez les trouver et vous pouvez avoir accès à l'avis technique. Et quand ils sont mis en observation, donc ils ne sont pas dans la liste verte et ils ne sont pas donc relèvent pas de la technique courante. Sur la mallette Rex bâtiment performant, au-delà des produits que je vous ai évoqués tout à l'heure, vous pouvez trouver toutes sortes de documents pédagogiques pour parler d'un sujet. Et ces documents pédagogiques, ça peut vous servir aussi pour expliciter donc, une expertise, à la fois donc, des photos commentées, des illustrations, des QCM qui peuvent être utilisés quand vous avez quelqu'un à guider, des rapports divers et variés, et aussi des vidéos. Et tout ça, c'est accessible gratuitement. Dans le cas des actions supplémentaires que nous faisons, on a travaillé sur le programme Pacte. Tout à l'heure, j'ai passé rapidement. Donc, on travaille sur Pacte, FIBAT. Un nouveau programme s'appelle Profil. On vient d'en lancer un 4e qui s'appelle Ombré, spécialisé donc, pour les techniques donc, en Outre-mer. Et donc, dans le cadre du site du programme Pacte, vous pouvez avoir accès à l'ensemble des documents qui ont été produits dans le cadre de RAGE, donc programme Règles de l'art, Grenelle de l'environnement et du programme Pacte, avec l'ensemble donc, des publications officielles qui sont accessibles gratuitement et qui donc, sont considérées, qui ont la valeur normative des DTU, donc validées par les assureurs. Et vous pouvez aussi trouver toutes sortes de documents didactiques là-dessus. Donc je passe très vite. Vous avez le catalogue qui est très facilement accessible. Et je termine donc par le nouvel outil donc, sur lequel on aimerait vous mobiliser, donc, mais ça fait longtemps que je le dis, donc, qui s'appelle Vigisnap, donc, qui est l'outil, donc c'est un nouveau dispositif d'observation, donc il vous est proposé de l'utiliser et de partager. Donc vous pouvez, à partir du constat donc, d'un désordre, le prendre en photo, le qualifier, donner un certain nombre de pistes, et puis être du coup donc, orienté sur un certain nombre d'outils et de production donc, qui sont en lien avec ce désordre, qui peuvent vous aider donc, dans la conclusion de vos rapports d'expertise aussi. Donc c'est assez facile d'usage. Vous pouvez dès à présent le télécharger dans le cadre de votre application AppliQC que vous avez déjà sur votre smartphone, et vous pouvez dès à présent, et il n'en manque pas à Biarritz, faire des photos de désordre complétées pour vous entraîner donc, le dispositif qui est à votre disposition. Il y a des balcons qui sont sympathiques, mais il n'y a pas que ça de sympathique à Biarritz. Il y a d'autres désordres qu'on peut rencontrer dans les différents endroits où vous pourrez aller. Voilà, et à partir de là, vous aurez une Vigitech donc, qui sera accessible et qui sera partagée avec tous ceux qui rempliront. Donc le système, là, c'est on crée une communauté, on partage dans cette communauté sans étaler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les profiteurs, ceux qui bossent et ceux qui profitent. Là, ceux qui bossent profitent. Voilà, merci bien. Alors pour finir sur l'aspect des ressources que peut amener une expertise conseil, j'appelle François Gertou, qui va nous présenter un exemple de reprise en sous-œuvre à Mont-de-Marsan, sachant que ce qui s'est passé dans le cadre d'une expertise a permis une aide à la décision et dont il va nous parler maintenant, dans une dizaine de minutes également. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous expliquer ce soir donc un chantier qu'on a réalisé à Mont-de-Marsan, qui s'appelle les Terrasses du Midou, dans le cadre d'une expertise DO. Ah. Voilà. Donc ce sont des travaux de renforcement et de relevage d'un bâtiment. Pour le compte du syndicat des copropriétaires du résidence de Midou, la maîtrise d'œuvre était assurée par le cabinet Champagnat de Mont-de-Marsan. Ce qui s'est passé, c'est que ce bâtiment a tassé de 17 cm en façade aval. Le terrain est très pentu.
Donc il était sur sous-sol en partie amont et sur vide sanitaire en partie aval. Donc nous avons créé donc un groupement d'entreprises constitué par 2 entreprises du groupe Soltechnique et Soltp, qui ont réalisé donc les tirants pour Soltechnique, la berlinoise et les micropieux de repris en sous-œuvre, et pour Soltp, tout ce qui était démolition, terrassement, béton armé. Le relevage étant réalisé par l'entreprise TSV. Donc, comme vous pouvez le voir, ce bâtiment avait un tassement aval de 17 cm. Ce sont 2 bâtiments A et B qui sont reliés par un joint de dilatation. Lors de l'expertise DO, les investigations géotechniques avaient démontré que les pieux des fils aval étaient sous-dimensionnés, l'ancrage était sous-dimensionné. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce tassement. Voilà. Donc, la solution qui a été retenue, c'était de supprimer la butée du haut remblai contre la façade côté amont, le renforcement des fondations par l'intérieur du vide sanitaire par des micropieux, les liaisons des micropieux à l'existant avec la création de nouveaux appuis, le contreventement comme c'était des poteaux, comme vous pouvez voir, des poteaux, une structure poteau-poutre libre, nous avons créé des contreventements de façon à assurer la rigidité du bâtiment. Ensuite, les poteaux ont été sciés, le relevage du bâtiment a été fait à sa coste initiale et la reconstitution d'après des liaisons en béton armé. Donc là, on voit la réalisation de la berlinoise ou de la micro-berlinoise en façade amont de façon à décharger toute la poussée des terres sur le mur du sous-sol. Là, nous voyons donc la réalisation des longrines, des contreventements ainsi que des corbeaux qui vont permettre de reprendre des vérins hydrauliques, donc la position des poutres. Là, nous voyons donc la mise en place des vérins, le sillage des poteaux, et ça, c'est la valeur de relevage des poteaux. C'est en dehors de 17 cm. Donc ces travaux ont duré 8 mois, donc 2 mois de préparation. Dans les 4 mois, dans les 6 mois de chantier, il y a eu donc tout ce qui était micropieux, génie civil. La partie relevage a duré 2 jours, parce que tout a été fait avec des vérins assistés par ordinateur. Donc on peut le voir, c'est le numéro 18, relevage du bâtiment. Et cette solution, nous avons été choisis grâce à cette solution, à ce temps réduit de relevage, parce que ça a permis de reloger les gens que pendant une période relativement courte d'une semaine. Parce que des travaux ont été réalisés les travaux ont été réalisés, les habitants étaient toujours dans le bâtiment. Ils n'ont été relogés donc à l'hôtel que pendant une semaine. Voilà. J'espère que j'ai été assez rapide. Merci.